Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 13 avril, début de la Coupe de France Nationale 2, deuxième manche, qui se déroulera en 3 étapes. Donc l'une aujourd'hui de 98 km et ensuite le lendemain on aura une seconde étape en contre-la-montre et une troisième étape à peu près à la même image que celle d'aujourd'hui. Donc là, j'ai préparé bien sûr le Scott Foil avec les équipements, les caméras, tout ce qu'il faut. Et on a ici le GIRS Oscar 2 que j'ai pris vraiment au cas où, puisque si vous vous souvenez bien, l'année dernière, au Tour de l'Orne, j'avais brisé le GIRS en 2, même en 3, si on peut dire. Et du coup, je préfère prévoir le coup, puisqu'effectivement, cette Coupe de France fait partie du Tour de l'Orne. J'ai besoin de revanche par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière et j'espère que ça ira beaucoup mieux. Puisque l'année dernière, j'avais les jambes, comme cette année, je crois. Mais il m'était arrivé cette mésaventure de la chute au bout du 3e kilomètre qui avait fait que mon dérailleur avait complètement lâché au bout du 30e kilomètre. Et du coup, j'avais été contrainte à l'abandon puisqu'on n'avait pas pu me dépanner. Je n'avais pas de vélo de rechange. Donc là, c'est prévu et lui aussi est doté d'une caméra qui me servira de secours si jamais malheureusement je dois l'utiliser. Mais on va se le dire, celui-là, il est censé rester sur le toit et pas bouger. Donc bien sûr, un week-end comme celui-ci se prépare en amont. J'ai révisé tous mes vélos, j'ai changé la chaîne du Scott Foil comme vous avez pu voir que j'avais un petit problème d'usure sur la dernière course. Et j'ai nettoyé tous mes vélos de façon à ce que tout puisse être impeccable. Quant à l'optimisation, il y a aussi l'optimisation du corps et pour ce faire, je passe par les gels Max Fuel qui vont me permettre d'avoir 45 grammes de glucides par gel. J'en consommerai donc un chaque demi-heure pour avoir mon apport énergétique durant la compétition et ça me permettra également de pouvoir les digérer simplement puisqu'ils sont composés à base d'eau en France et je vous mets donc le lien en description si vous souhaitez pouvoir essayer ces gels que je trouve tout bonnement super, d'autant plus qu'ils sont disponibles en 4 goûts, orange, mangue, pastèque et goût neutre. Donc là j'attends que l'équipe vienne me chercher à domicile. Il y en a une qui a bien compris que j'allais partir et qui n'a pas envie que je m'en aille. Voilà, donc je vous laisse voir un petit peu comment elle se tient. Petite digression. Mais au moins, on va dire que ça a le don de me faire sourire à un moment où je suis particulièrement stressée. Allez, ça y est, on vient d'arriver sur place. Les vélos sont chargés sur le toit. On va pouvoir manger parce qu'il est déjà 11h et que du coup, le départ est dans 3 heures. Je me sens pas au top. Je me sens un peu tendue. Donc j'espère qu'une fois sur le vélo, ça va aller mieux. Et question repas, on fait classique de chez classique. Il n'y a pas de micro-ondes. Donc jambon, betterave et nouilles. Voilà. Alors bien sûr, j'avais demandé les autorisations pour porter les caméras lors de la Coupe de France un mois avant l'événement. Le service juridique de la Fédération française de cyclisme était en accord avec cela comme lors de toutes mes compétitions. Et les organisateurs de l'événement ainsi que les arbitres étaient également en accord avec cela suite au contrôle de mon vélo et de mon matériel puisque j'étais allée les voir avant le départ pour être bien sûr que tout soit ok. Mais malheureusement, un partenaire qui avait payé pour pouvoir prendre des photos sur une moto a demandé à ce que je retire mes caméras au corps arbitral. Et le corps arbitral, ne sachant pas trop quoi faire, m'a demandé de retirer mes caméras sous peine de ne pas pouvoir prendre le départ. Donc malheureusement, je ne pourrai pas sur cette première épreuve vous commenter en inside ce qu'il s'est passé, mais bien sûr je vais vous raconter en résumé tout ce qu'il s'est passé. Et l'équipe France 3 Normandie était avec moi sur les 2 autres épreuves, donc vous allez pouvoir avoir des images de tout ce que j'ai pu faire sur ce long week-end. Donc pour le coup, on a choisi avec l'équipe de passer dans les premières équipes pour les présentations et ensuite de se mettre directement sur la ligne de départ pour être le mieux placé possible, étant donné qu'on est très nombreuses et que l'année dernière sur le Tour de l'Orne, 100% de l'équipe avait été victime de la chute et qu'on a préféré vraiment partir devant pour limiter les incidents. Et je pense que c'était la bonne décision à prendre puisqu'il y avait un départ fictif de 8 km. Donc ça nous laissait largement le temps de pouvoir nous échauffer. Et d'autant plus que sur ce départ fictif, il y a eu 3 chutes. On a dû neutraliser le départ réel pour pouvoir laisser le temps aux femmes concernées par la chute de revenir dans le groupe avant le début de la course.
Donc ça y est, la course est lancée et j'ai 2 objectifs lors de cette première étape. C'est déjà de faire en sorte d'être dans le top 40, de façon à être dans les 25% meilleurs étant donné qu'on est 150 au départ. Et mon second objectif est de jouer les meilleurs grimpeurs puisque j'ai la forme et je sais que je suis bonne dans les bosses, donc à moi de pouvoir faire le nécessaire. Après, j'avais pu faire le repérage du circuit en entier et j'avais bien conscience que les routes étaient particulièrement étroites pour le nombre de personnes qu'on était, puisqu'il y avait 18 km sur lesquels les routes étaient assez larges, mais c'était les premiers kilomètres. Donc le peloton était assez groupé, assez massif, d'autant plus que ça ne roulait pas fort. Et ensuite, on partait sur quasiment que des routes où on ne pouvait pas être plus de 3 à 5 de front. Donc pour jouer les meilleurs grimpeurs, il fallait être bien placé. Et clairement, c'est une chose que j'ai pas particulièrement réussi à faire. J'étais plutôt en queue de peloton et j'attendais que la sélection par l'arrière se fasse. D'autant plus qu'il y avait énormément de chutes, ça pilait énormément et il n'était pas possible pour moi de remonter en dehors de rouler sur l'herbe et c'était quand même assez compliqué. Pour vous dire, durant tout le week-end, on aura eu pas mal d'accidents, notamment avec les motards, puisque eux-mêmes n'arrivaient pas à pouvoir remonter le groupe, tellement on était groupés. Donc voilà, c'était vraiment un week-end basé sur le placement et sur cette première étape, j'ai pas réussi à pouvoir me démarquer sur ce point-là. Du coup, j'ai activé le plan B, c'est-à-dire profiter de l'un des meilleurs grimpeurs, le deuxième meilleur grimpeur, celui de Exmes, qui était basé sur une grande route très large pour pouvoir remonter. Et sincèrement, c'était tellement groupé que malgré qu'on ait 2 voies et une route bien large, ça n'a pas été si évident que ça de pouvoir remonter. Et du coup, quand c'est comme ça, je profite des moments difficiles où ça met tout le monde un petit peu en ligne, que ça s'étire un petit peu pour pouvoir remonter à la force des cuisses. Donc à ce moment-là, pour moi, l'idée n'était pas de jouer le meilleur grimpeur, mais simplement de pouvoir me replacer. Mais en fin de compte, je me suis retrouvée tellement à l'avant, j'étais avec les 2-3 personnes de tête, que du coup, je me suis dit qu'il fallait tenter le tout pour le tout et ne pas avoir de regrets. Et me voilà en train de jouer le meilleur grimpeur après avoir remonté une centaine de personnes dans le peloton. Du coup, j'ai réellement réalisé un effort durant ces 3 km de segment qui représente une moyenne de 3,9%, sachant qu'il y a des portions plus raides puisqu'on va jusqu'à 4,9% de moyenne sur une portion de 1,4 km. Et donc je fais un effort total de près de 7 minutes pour gravir cette côte avec un sprint que j'ai pu lancer pour atteindre 38,4 km/h et une pulsation cardiaque de 191 battements par minute. Mais je remarque après coup que finalement le meilleur grimpeur est plus tard que je ne pensais puisqu'il est sur la partie de replat et que j'ai donc dû maintenir mon effort aussi longtemps que possible pour pouvoir atteindre la ligne qui se trouvait finalement 250 mètres après la côte en plein milieu de ce nouveau segment et sur lequel j'ai pu atteindre une pulsation cardiaque jusqu'à 194 battements par minute et une vitesse de pointe à 38,4 km/h. Cela ne vous semble peut-être pas énorme, mais il faut quand même se souvenir que je suis sur un effort de 8 minutes. Donc il était temps que ça se termine et d'autant plus que je franchis la ligne in extremis en 2e position, juste derrière Heidi Gauguin qui est championne de France paralympique et qui participera aux Jeux paralympiques 2024. On a ensuite poursuivi notre effort puisqu'on avait réussi à s'extirper du peloton. On a été 5-6 à pouvoir passer des relais sur la partie plate après la montée. On a créé cette échappée sur à peu près 5 minutes avant de se relever. Et pour ma part, j'aurais été trop généreuse. Je me retrouve englobée à l'intérieur du peloton. Et puisque j'étais fatiguée en plus de ne pas être très à l'aise sur ce gros peloton, j'ai reculé peu à peu pour retrouver mon espace de confort, ce qui m'a valu de ne pas pouvoir jouer les autres meilleurs grimpeurs puisqu'ils étaient à nouveau sur des routes étroites. Je termine donc la course en 52e position dans le peloton de tête. Cette fameuse Heidi Gauguin avait fait une échappée solitaire d'une 50aine de kilomètres pour arriver avant tout le monde, mais autrement je n'ai pas de point de retard sur les autres candidates. Je reste quand même assez déçue de cette course étant donné que j'avais un objectif d'être dans le top 40 et que ce qui m'a manqué a été plutôt ma capacité à pouvoir bien me placer et non pas la force physique en elle-même. Je me suis sentie sur la réserve, toujours à me préparer à ce que le coup puisse partir et il n'est pas parti.
C'est pour ça aussi que je suis avec une cadence aussi faible parce que j'essayais de préserver mon cardio au maximum. Mais c'est pas grave, j'ai pas été des plus stratèges. Maintenant, je focus sur l'étape de demain, le contre-la-montre pour pouvoir me rattraper. Se prépare Guénaël Legendre. Allez, ça y est, place au contre-la-montre, une épreuve que j'attendais avec impatience, puisqu'avec la puissance que j'ai et mon défaut de placement, c'est une épreuve qui peut m'être complètement adaptée, sur laquelle je mise beaucoup de choses pour pouvoir remonter au classement général. Donc évidemment, avant d'arriver dans les starting blocks, il y a eu tout un travail en amont à réaliser, notamment l'échauffement que Progress a pu me fournir de façon à ce que je sois bien décrassée pour l'épreuve. Et j'ai aussi eu l'occasion de pouvoir faire un repérage puisque le circuit du contre-la-montre se trouve à seulement 13 km de mon domicile. En revanche, j'ai 2 difficultés qui se présentent à moi sur le fait que déjà je n'ai pas de voiture suiveuse étant donné que la veille on est arrivé côte à côte avec ma coéquipière et comme j'étais juste derrière elle, c'est à moi de ne pas avoir de voiture suiveuse. Donc en contrepartie, j'aurai la voiture France 3 Normandie qui va pouvoir me suivre, mais je n'aurai pas d'oreillette pour être coachée sur mon positionnement. Donc il faudra bien faire attention à mon positionnement lors de ce contre-la-montre. Et la deuxième difficulté, c'est que j'ai les jambes extrêmement dures. Je n'arrive pas à détendre mes muscles. L'échauffement m'aura simplement permis de faire monter le cœur, mais quant aux cuisses, l'acide lactique est bien resté en place du fait de la première étape la veille. Donc départ imminent pour Guénaël. Il m'aura donc fallu 20 minutes et 31 secondes pour parcourir ce contre-la-montre de 12,44 km. Ça fait une moyenne de 36,4 km/h, ce qui me permet de décrocher la 38e place sur 150 sur ce contre-la-montre, sachant qu'on était une bonne dizaine vraiment au coude à coude et du coup je remonte en 36e place sur le classement général. Ma vitesse de pointe a été de 56,9 km/h seulement. J'imagine que d'autres personnes plus habituées au contre-la-montre que moi ont pu être plus rapides dans les descentes, mais moi c'était ma toute première expérience de contre-la-montre et ça ne faisait que 3 jours que j'avais ce vélo qui m'avait été prêté. Quant à ma cadence à 92 rotations par minute, je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi qui ai l'habitude de ne pas trop tourner les jambes, j'ai su augmenter ma cadence pour ce contre-la-montre, sachant que c'est plutôt conseillé étant donné que la puissance est la multiplication de la rotation par minute avec les watts que l'on peut dégager. Donc moi j'ai les watts, mais il faut que je pense bien à tourner les jambes. Donc là c'était mission accomplie. Et par contre je reste assez étonnée de ma fréquence cardiaque qui n'était qu'à 171 battements par minute en moyenne, là où je pensais être entre 180 et 185 de moyenne pour ce contre-la-montre. Donc est-ce dû à la fatigue de la veille ou est-ce à l'inverse le signe que je pouvais ajouter de la puissance en augmentant ma cadence ? En tout cas, si on regarde les segments, ça permet de voir que j'ai dépassé mes propres records en dehors de la première côte de 800 mètres sur du 3%. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette côte-là est juste après un virage à épingle et que les 400 premiers mètres sont à plus de 7% et peuvent aller jusqu'à 9%. Donc la relance était très compliquée et on gaspillait énormément d'énergie à ce moment-là. D'autre part, la montée Bois de la Garenne aura vraiment été ma montée préférée étant donné qu'elle était précédée d'une grande descente qui permettait de prendre de l'élan. Donc je prenais beaucoup de plaisir sur cette côte-là, d'autant plus qu'elle se terminait par un virage sur la gauche et que je me sentais à l'aise pour le prendre. La descente des Bruyères, quant à elle, était une descente assez escarpée, proche de l'arrivée, et je suis plutôt contente de voir que j'ai quand même gardé de la puissance dans cette descente-là. Je n'ai pas touché au frein et j'ai continué à pédaler. Et en fin de compte, on peut remarquer ici que j'ai été plutôt régulière dans mon effort puisque je suis à chaque fois sur du 176 battements par minute. Donc la gestion est plutôt bonne à ce niveau-là. Reste à savoir si j'étais réellement mon maximum ou pas.
Au niveau des watts, je suis conforme à ce que le data analyst de Progress m'avait suggéré, à savoir 245 watts de puissance normalisée. Et par contre, j'aimerais avoir son avis sur le fait que j'ai plus de puissance en étant assise sur la selle que en étant en danseuse. Donc ça, c'est peut-être dû au fait que je me sentais pas très à l'aise lorsque j'étais en danseuse, mais heureusement, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de relances pour ma part et j'ai pu rester assez longtemps sur les prolongateurs. Au niveau de ma position, j'étais pas sur une position optimale aéro, puisqu'on voit que ma tête n'est pas suffisamment rentrée dans mes épaules, mon dos est trop arrondi, et pour ça, je me demande si c'est pas notamment du fait que les prolongateurs ne sont pas bien réglés pour moi. Peut-être un petit peu trop haut par rapport au cockpit, donc là une fois de plus j'attends le regard de Progress pour savoir comment améliorer ma position. Pour vous permettre de mieux visualiser, j'ai repris une photo du contre-la-montre de Damien de chez Progress avec ce même vélo et on voit tout de suite la différence en termes de qualité de position. Bref, à l'issue de cette épreuve, on n'a plus du tout de jambes, on est fatigué et pourtant il nous reste encore une dernière étape à affronter. La course en ligne sur 98 km qui se terminera à Bagnoles-de-Landes, un véritable chantier. On va repartir. Là, on imagine qu'on vient d'arriver sur une course d'un jour. On n'a que cette épreuve-là à faire. Donc, on remet les pendules à l'heure, là. Et l'épreuve de cet après-midi, du coup, on n'a pas une leader à protéger. D'accord? Donc, chacun a sa carte à jouer en fonction de votre état de fatigue, de vos envies aussi, hein, et de votre motivation. Donc moi je pense que faites-vous plaisir parce que mine de rien, voilà, l'épreuve elle s'arrête ce soir, donc faut pas regretter, faut pas se dire psychoter dans la semaine en se disant finalement dans cette bosse là, il y en a 2 qui sont sortis, j'aurais pu, je suis sûr que j'aurais pu mais je suis pas allé, machin. On peut toujours avoir des regrets, à la course on la refait pas, après la course il est trop tard. Donc cet après-midi c'est important de vous jauger vous, parce que nous du coup on suit avec la voiture, hein, et on n'a plus du tout de moyens de communication avec vous. Donc c'est vous qui allez faire votre course, qui allez vous jauger en fonction de votre état de fatigue. Et puis en fonction de ce que vous avez envie de faire. Gwenaël, on a eu une discussion là tout à l'heure. La seule solution pour passer de la 36e place dans les 20 premières places, où là finalement on finit classé. Hein. Donc il y a 2 solutions. La meilleure c'est d'aller dans l'échappée, accompagner l'échappée. Alors la bonne échappée, je ne dis pas que la première va être la bonne échappée, mais il n'y a pas d'autre solution que d'aller en échappée et d'accompagner l'échappée pour Gwenaël. La un peu moins bonne mais qui resterait pas mal, ça serait d'être dans la contre-attaque. En étant dans l'échappée, moi je pense qu'on peut arriver à finir dans les 20 premières. Pire 25. Donc ce qui ferait gagner à peu près 10 à 11 places au classement général. Les courses, hein, c'est à partir de la 20e place, voilà, ça reste bien. 22e, 30e, ça reste des places qui sont bien, mais c'est surtout les 20 premières places qui comptent. Pour les tableaux, tout ça. Donc voilà, libérez-vous. Faut pas aller dans l'esprit de oui mais je voudrais attaquer, faut pas être dans la retenue, je voudrais attaquer et puis oui mais si jamais ça revient, comment je vais finir après? Moi je préfère avoir des attaquantes qui tentent quelque chose, la radio course on parle de vous, de Le Mans Sarthe Vélo, les filles qui attaquent de Le Mans Sarthe Vélo, même si vous finissez en 8, là l'autre jour tu étais parti pour gagner et à 2 km de l'arrivée tu te fais reprendre parce que tu psychotes, tu es dans l'hésitation, tu dis ah oui le peloton chasse derrière. Situation tout à fait normale, un peloton qui chasse après quelqu'un qui est sorti, c'est une situation tout à fait normale dans le cyclisme. Donc là, il fallait en remettre pour essayer de revenir sur la file de Verne. Et à un moment donné, si vous êtes assez forte pour aller dans les 2 derniers kilomètres à 2, le peloton, il va débrancher. Parce que là, ils se disent c'est foutu, tout le monde s'observe, parce que c'est au peloton de penser au sprint au final, pas aux échappés. Les échappés, ils font le boulot pour aller au bout. Donc voilà, faut pas que tu te poses trop de questions dans le final et que tu tentes quelque chose. Moi, je pense que là, aujourd'hui, l'échappée principale, et si tu rates l'échappée principale, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, la contre-attaque. Et ça, après, la contre-attaque, tu as toutes les chances de remonter au classement général, si ça marche. Il faut rien regretter. Bref, on a compris, va y avoir du sport. T'es bien reposé, voilà, t'as retrouvé ton sourire. Allez, donc on est ravis de te retrouver aussi motivé. Allez, on peut les applaudir, nos amis sartoises. Ah bah là, Laurent, tu lèves même les bras, là voilà, forcément. Allez, une dernière petite photo de classe et on se positionne sur la ligne de départ.
Bon, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, mais je crois que je vais craquer un bon coup là. Ouais, vous êtes arrivé d'un groupe de temps? Non, le contre. Donc cette troisième étape s'est bel et bien déroulée de la manière dont je pensais suite à mon repérage. Les filles sont restées très calmes tout le long de la course. On n'a pas roulé très vite. Pour cause, on était toutes fatiguées. Et en plus de ça, comme je savais que les 30 derniers kilomètres avec les 3 tours de ce circuit sur Bagnoles de l'Orne allaient être très compliqués, j'ai préféré, comme on dit dans le jargon, ratonner pour pouvoir m'économiser un maximum pour tenir du mieux possible sur cette dernière partie. Et clairement, fort heureusement que j'ai choisi cette stratégie puisqu'une fois arrivée sur ce circuit, malgré que j'adore le dénivelé, j'ai vraiment pris très cher. J'ai sauté au deuxième tour dans un groupe de contre. J'ai réussi à faire l'effort, les filles n'avaient plus l'énergie de le faire, mais j'ai réussi à revenir sur le groupe de tête. Et sur le dernier tour, j'ai ressauté pour finir dans le groupe de contre. C'était vraiment terriblement difficile. J'ai vraiment tout donné sur cette dernière partie et je pense que tout le monde a vraiment tout donné puisqu'on était très nombreuses à pleurer une fois la ligne d'arrivée franchie. Du coup, sur cette troisième étape, je parviens à décrocher la 38e place sur 150 et ça me permet d'être au classement général 28e. Donc c'est une grande satisfaction parce que je ne m'attendais pas à un tel résultat. Mon objectif était pour rappel d'être dans le top 40. Donc là je suis vraiment ravie. D'autant plus que je suis 3e de ma catégorie. Donc 3e Open 3 à seulement 6 secondes sur toutes les étapes de la première. Donc ça s'est vraiment joué au coude à coude. Donc c'est vraiment avec une grande fierté que je décroche ce classement. Et même si d'un côté je me dis que tant que j'ai pas tapé le top 20, bah malheureusement je gagne pas de points pour la Coupe de France, mais il y en a d'autres et je n'ai pas dit mon dernier mot. Et maintenant, comme d'habitude, place à Progress pour nous donner son regard. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va débriefer le Tour de l'Orne féminin où Gwenaëlle a couru il y a de ça donc le 13 et le 14 avril qui était une manche donc de Coupe de France N2. Donc première fois pour toi à ce niveau-là, donc quand même un point très important de passage pour voir si tu as le niveau pour ce genre d'épreuve et voir où tu te situes parmi quand même les meilleures françaises outre les N1. Pour le bilan général, 28e au général, si on nous aurait dit ça avant la course, je pense qu'on aurait signé tous les deux. Et donc avant de rentrer dans les détails de chaque étape, tu as pu jauger ton niveau par rapport aux meilleures filles de France qui sont en N2, même si tu as pu déjà faire sur des refs des comparaisons avec même des filles qui sont dans des équipes N1, tu as pu voir que de manière globale tu avais le niveau pour ce genre de compétition si tu règles certaines choses. Et donc là c'est la raison pour laquelle sur les premiers petits constats, le premier surtout le samedi, c'est que le placement il est pas bon. Le placement, voilà, tu l'as dit, tu as toujours été, et même les photos le montrent, tu es quand même souvent en fin de peloton et donc sur des routes comme tu as pu le montrer également, sur des routes qui sont assez sinueuses et étroites, bah, c'est compliqué. C'est compliqué de pouvoir jouer devant et même toi qui avais pointé certains grimpeurs, bah tu peux pas aller jouer les points du grimpeur vu que tu es derrière et que c'est compliqué de remonter. Alors tu as pu le faire une fois parce que tu as les jambes, donc ça c'est aussi un des points positifs, c'est que bah, tu as toujours les jambes, physiquement tu étais présente ce jour-là et du coup bah comme a pu le montrer ton classement général, tu as fait que progresser au fur et à mesure des jours, donc des 2 jours, donc ça c'est le top. Maintenant, sur le point qu'on peut essayer d'améliorer sur ce placement, bah, il est clair et net que quand tu as remonté
dans la bosse où tu as fait des super temps, même par rapport aux hommes. Et bah là en fait il faut vraiment que tu t'appliques à garder cette place. Tu as pu frotter beaucoup plus sur la course la Coupe de Normandie féminine, où là alors ok vous étiez moins nombreuses, mais en fait il faut s'habituer et c'est des automatismes qui doivent se mettre en place même s'il y a 150 personnes en fait. Ça change pas en termes de prorata, le fait d'être devant, bah, il y a toujours 30 personnes devant et alors que 150, bah, alors ok il y a plus de personnes derrière, mais devant il y aura toujours 30 personnes en fonction des routes, donc ça faut vraiment se forcer et s'habituer à être à frotter et à essayer de remonter sur des petites portions. Et ça on a pu le voir sur tes anciennes vidéos, que des fois tu passais plus facilement dans les trous de souris, donc il y a de l'amélioration, mais là vraiment de forcer, surtout sur un tour de l'ordre, toi qui veux jouer des choses, et bah essayer de se forcer encore plus. Pour ce qui est du chrono, effectivement comme on a pu le voir, la position elle est à revoir, pas dans une position idéale. Tu as eu le chrono que 2-3 jours avant, donc c'est compliqué de régler ça, sachant que la position du chrono elle est souvent faite pour l'individu qui possède le chrono, donc c'est aussi difficile et compliqué de changer cette position, parce qu'après la personne qui te l'a prêté doit tout régler, donc ça c'est quand même pas l'idéal effectivement, sachant que généralement quand on a un contre-la-montre il faut rouler une fois par semaine, à chaque fois dessus à partir du moment où on l'a, donc là avoir roulé 1 à 2 fois c'était un peu compliqué pour vraiment être bien. Par contre en termes de valeur, voilà, tu as fait des valeurs qui sont très intéressantes et comme tu as pu le dire et le constater, en danseuse, et là ça se rapproche à la position, en danseuse tu mettais moins de watts que assise parce que voilà c'est pas ta position et c'est une position assez atypique, t'as pas l'habitude, et donc c'était compliqué de mettre des watts sachant que tu es un peu plus vers l'avant, donc les genoux qui vont peut-être taper plus sur les cocottes ou les prolongateurs qui sont un peu coupants, donc tu as pris moins de risques et c'est la raison pour laquelle les watts sont plus importants assises. Et donc la tactique que je donne souvent sur le contre-la-montre pour éviter de toxiner, c'est de bien tourner les jambes. Donc on l'a vu que toi tu as fait 92 RPM, donc c'est le top, c'est tu as bien tourné les jambes, donc tu as été quand même très intéressante. Un autre constat, c'est que tu parles sur les BPM, que tu trouvais qu'ils montaient pas beaucoup. Alors ça effectivement, ça peut être le fait que tu étais fatigué de l'étape du samedi, donc ça peut jouer énormément. Donc le cardio il fluctue énormément en fonction par exemple du climat. S'il fait froid il peut monter plus haut, s'il fait chaud monter plus haut, ou alors à l'inverse ne pas monter parce qu'il y a de la fatigue. Par contre ça peut être aussi le fait que la position soit pas optimale et donc tu ne donnais pas ton plein potentiel. Mais je pense qu'au vu des jambes que tu avais lors des différents échanges qu'on a vus, que c'était plus de la fatigue que la position. Un autre constat, c'est qu'on voit que tu as un réel, lors de cette course à étapes, tu as un réel manque de confiance en toi. À un moment donné dans la vidéo, ton DS te dit que pour que tu passes de la 30e place à la 20e place au général, il faut que tu essaies de prendre l'échappée ou essayer de créer une course de mouvement avec le circuit final. Et tu lèves les yeux au ciel en mode un peu ouais, qu'est-ce qu'il raconte. Donc là non, au contraire, il faut que tu sois sûr de toi et sûr de tes forces pour justement augmenter ta confiance en toi. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait top 30 et peut-être que si par exemple tu crois plus en toi, tu seras allé chercher le top 20. Pour le côté data analyse, lors de la première étape, tu bats ton temps sur 3 minutes, sur 4 minutes. Sur le chrono, tu fais 3 fois ton 4e temps sur 5, 15 et 20 minutes. Tu as respecté les plages qu'on avait établies avant, donc ça c'est aussi vraiment l'idéal. Et sur la dernière étape, au niveau de ton état de fatigue, voilà, il n'y a pas de record noté. Par contre voilà, on est sur des temps qui sont plus sur le premier tiers, comme le 12e temps sur ton 8 minutes. Voilà, on sent qu'il y a de la fatigue et par contre t'es pas sur des temps qui sont vers le fond mais plus vers au-dessus de la moitié, donc c'est quand même ça montre que voilà, tu avais quand même des watts, parce que ça aurait été plus inquiétant s'ils étaient plus vers le bas. Donc c'est quand même intéressant de voir que tu as quand même ton 7e temps sur 2h30, alors que c'est après une course en ligne et un chrono. Donc ce qui est souvent compliqué, c'est cet enchaînement entre chrono le matin et la course l'après-midi. Ça c'est très dur physiquement et souvent ça fait mal aux jambes.
Et là, en fait, de travailler sur la fatigue comme ça va te faire passer d'énormes paliers pour la suite. Et les premiers points à travailler pour la suite, c'est ok, je sais pas frotter, ça, de toute façon, on le sait. Mais par contre, s'obliger à, quand tu remontes parce que ça fait mal aux jambes, et ben essayer de garder sa place. Deuxième point, c'est vraiment être sur de la confiance en soi. Oui, je peux faire des top 30 en Coupe de France N2. Et ça, tu l'as prouvé. Et ensuite, continue pareil à avoir toujours son tableau de marque qui est toujours bien établi. Comme là, j'ai pu le voir, vous êtes mis dans les premières positions. Donc ça, c'est l'idéal. Et continuer voilà, à avoir ce réflexe et ces automatismes, sachant que là, vous êtes en première position. Donc, essayez de la garder, quoi. Vous créez ça, mais au final, il faut garder quand même cette place. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, on y répondra avec plaisir. Salut!